ambiance là. Les pouvoirs magiques de la musique, de l'imagination et de la poésie, c'est le thème qui va nous occuper une heure durant dans Les pouvoirs extraordinaires de la musique. Pourquoi le son nous fait vibrer, publié par HarperCollins. André Manoukian revient sur les rapports intimes qu'entretiennent les sons et le corps. Musicien, écrivain, réalisateur, Mathias Malzieu publie L'Extraordinarium au livre de poche, recueil de ses principaux textes, romans, poésie et des textes inédits pour lier l'ensemble et en faire un livre qui se lit d'une traite finalement. 1600 pages, c'est peu de choses. Si la musique peut soigner les âmes, elle peut aussi soigner les corps. Ou leur causer des soucis, Mathias Malzieu. Le premier concert de la tournée des 30 ans de Dionysos, votre groupe, n'a duré que, allez, 1 minute 1 minute, 4 secondes et 24 centièmes exactement. Non, je ne sais pas exactement, mais oui, effectivement. Vous voyez ces petites choses, alors là c'est des écrans, mais souvent sur scène on a des retours pour mieux s'entendre. Et moi j'aime bien grimper dessus. Et puis ceux-là n'étaient pas bien fixés. Je suis tombé, je me suis cassé la jambe. Donc j'ai dû inventer une autre façon de faire et c'est pas grave, c'est que de la tôle froissée. Il y a des choses plus graves. Et 3 concerts cette semaine à guichet fermé. Voilà, et le Zénith il y a 1 semaine pile. Il y a 8 jours, ouais, c'est ça, 10 jours. André Manoukian, dans Les pouvoirs extraordinaires de la musique, vous explorez tout ce que la musique fait au corps. Il y a question de musique, bien sûr, mais aussi de mécanique quantique, puisque nous savons aujourd'hui que les particules élémentaires s'agencent selon les fréquences qu'elles émettent. Ça veut dire quoi? Tout est musique? Bah oui, c'est la vie, tout vibre. La table, elle vibre, le livre de Mathias vibre, la bouteille, les atomes, tout ça, c'est... Regardez, si je vous dis que ça, c'est un électron, ok? Non, ça, c'est le noyau d'un atome, D'accord. ok? Il est gros comme une orange, on va dire. À votre avis, l'électron qui tourne, il est à combien en proportion par rapport à l'orange? À combien de distance? Oui. Bon, il est assez loin. Il est à 1,5 km. Ouais. Et vous imaginez comment il tourne vite? Donc, vous imaginez le son, c'est carrément à l'assaut d'Argentin, le didgeridoo, tout ça. Donc voilà, il y a du son, il n'y a pas du son, il y a de la vibration tout autour de nous. Et il y a des physiciens qui se sont amusés par des jeux de proportions à ramener ça dans ce qu'entend l'oreille humaine. Et pour le coup, bah, ça produit des notes. Donc, il y a des thèses qui commencent à s'élaborer qui font comment les particules élémentaires, qui ne sont qu'une vingtaine pour faire le vivant, s'assemblent entre elles pour faire quelque chose de cohérent. Bah, juste, elles sont en train de chanter comme Mathias, elles disent « Viens, je t'emmène », etc. Du coup, il y a une autre partie... J'allais dire une autre particule qui vient se coller. Et voilà. Alors plus sérieusement, évidemment, tout ça, ça ne fait pas de la musique, puisque la musique, c'est vraiment des vibrations qui sont entre 15 Hertz et 20 000. C'est ce qu'entend l'oreille humaine. Mais au-delà, il y a des vibrations qui existent. Il y a ça ne produit pas du son à proprement parler, si on considère que le son, c'est ce qu'on entend. Mais par contre, ça vibre. Alors, on va y revenir à la mécanique quantique et notamment à la théorie des cordes, mais vous citez Lacan dans votre livre, et là je m'adresse au public, la qualité du discours dépend de celui qui écoute. C'est également valable pour la musique. Il y a quelque chose de tantrique, dites-vous, dans l'énergie échangée entre les musiciens et leur public. C'est la raison pour laquelle un musicien qui rentre chez lui après une tournée, il est en manque d'amour. Ça vous arrive, vous, André Manoukian, d'être en manque d'amour comme ça quand vous rentrez? Bah, c'est-à-dire en plus, Mathias, lui, il a encore beaucoup plus de spectateurs que moi. Imaginez un chanteur qui fait une tournée et tous les soirs, il y a, je sais pas, 2-3 000 personnes. Il y a plus pour Dionysos en ce moment. Ouais. Qui lui disent « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais au-delà du ce « je t'aime », c'est des vibrations qui sont incroyables. Moi, une fois, ça m'est arrivé de... Je sais plus pourquoi. C'était Patrick Bruel qui sortait de scène. Qu'est-ce que je faisais là? J'en sais rien. Il me voit, il me fait un hug. J'avais l'impression... J'ai fait dégage. Il y avait une énergie de dingue. Comme une centrale nucléaire, quoi. Donc, il était chargé. Il était chargé. Donc, quand vous sortez de scène, vous êtes chargé de toutes ces vibrations-là, qui sont voilà, des vibrations... Vous participez à un truc, vous ne savez pas trop ce que c'est. Puis, au bout de la tournée, et c'est ça tous les soirs, puis tout d'un coup, vous rentrez chez vous, puis
votre femme, elle dit chérie, t'as sorti les poubelles ce soir. Et là, vous vous sentez, c'est le retour Oui, au c'est dur, hein. réel. Et alors évidemment, j'en ris, mais il y en a qui le supportent pas bien, quoi. Aznavour, il me disait si je reste 3 jours chez moi, au bout d'un moment, ma famille m'expulse en disant dégage, va tourner, quoi, parce que ça peut être le problème de pas mal d'artistes. Mathias Malzieu, il y a 8 jours exactement, vous étiez sur la scène du Zénith, ici à Paris, pour le concert anniversaire des 30 ans de Dionysos. Vous ressentez cette énergie pendant les concerts et est-ce que vous êtes en manque d'amour quand vous rentrez à la maison? Alors moi, j'ai une petite solution magique, c'est d'écrire des livres. C'est une bonne C'est-à-dire idée. que, bien sûr, il y a la maison, il y a mon amoureuse, il y a les chats, il y a tout ça. Mais pour contrefaire un petit peu la descente d'adrénaline, j'ai rien trouvé de mieux que d'écrire. Lire aussi bien sûr, mais d'être acteur d'une nouvelle espérance, de quelque chose, d'une nouvelle aventure. En fait, moi, ça permet de canaliser ce manque d'adrénaline. Parce que moi j'ai lu le livre, j'ai trouvé ça très juste. J'ai vraiment ressenti, ça a fait vraiment écho à ce que je ressens sur scène et ce que je ressens avant, pendant et après sur la question de la vibration. Et notamment la grande difficulté pour moi, c'est pas seulement pendant qu'on arrête la tournée, c'est d'un concert à l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un art de monter en adrénaline pour donner tout ce qu'on a sur l'ici et maintenant et l'ici-bas et sans se projeter sur autre chose que d'être hyper présent. Donc on monte très haut et après, donc on est dans un nuage quand on est content de sa performance ou quand on a eu des belles sensations, ou on est frustré quand on a eu la sensation de rater. Et après le lendemain, il faut tout recommencer à zéro. En fait, on remet son titre en jeu à chaque fois, même si on a un savoir-faire. Et en fait, il faut pouvoir descendre de ce nuage pour pouvoir y remonter le lendemain. C'est-à-dire que si on ne descend pas de son adrénaline suffisamment et qu'on reste dans le concert de la veille, on ne fait pas un bon concert. C'est-à-dire que moi, par exemple, cette semaine, le Zénith, c'était très fort émotionnellement. Il y avait les familles, il y avait 11 invités, Mathieu Chédid, Kerenan, ma compagne Daria Nelson, enfin plein de gens incroyables. Et après, tu arrives à Rennes et il faut oublier le concert d'avant pour en fait être dans ce moment présent. Et ça, c'est difficile et moi, ça me crée des insomnies. Donc pendant ces insomnies, j'ai tendance à écrire. Mais comme j'écris, ça me crée encore plus d'insomnies. Donc je finis par me fatiguer. Et puis du coup, je vieillis en accéléré. Alors on dirait pas, mais j'ai seulement 13 ans et demi en fait. Donc c'est à cause de la musique et de la littérature. Mais c'est surtout extrêmement joyeux. Mais c'est un truc, on peut pas se contenter. Je crois que c'est Barbara qui dit ça de manière incroyable. D'ailleurs, je crois que tu en parles un moment dans le livre. Évidemment, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Oui. Mais elle disait aussi que chaque jour, il fallait réhabiter la salle. Et réhabiter la salle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ait été bon ou mauvais la veille, ou qu'on ait une bonne sensation, ou on ait mal mangé, qu'on ait mal dormi, ou qu'au contraire, on soit hyper bien. En fait, il faut tout reprendre à zéro pour donner dans le moment présent. Et c'est génial. C'est compliqué, mais c'est absolument génial. Et c'est très bien retranscrit dans ton livre, je trouve. Barbara, d'ailleurs, elle arrivait sur scène à 9h du matin. Elle mettait son rocking chair et elle regardait les techniciens qui montaient, les haut-parleurs, tout ça. Elle avait besoin d'être là, d'habiter cet espace-là. Et elle partait jamais. J'ai eu la chance de la voir. C'était 10 rappels. Le rideau était fermé, les pompiers étaient là. Elle revenait, ouais, c'était une passion. Ouais. André Manoukian, vous tournez avec plusieurs spectacles différents. Est-ce que ce que vient de raconter Mathias, vous le sentez de manière différente selon que c'est un spectacle ou l'autre ? Oui, et alors en plus de ça, moi je fais un truc un peu particulier, c'est-à-dire que dans mes concerts, je parle pas mal. Et du coup, il vous faut un temps pour rentrer dans la musique. Les premiers morceaux servent à ça, quoi. Vous voyez, pour jauger ce qui se passe, pour vous retrouver vous. Hein. On n'a pas des radars où on analyse la salle et tout ça. Ça ne se passe pas comme ça, mais simplement vous êtes dans un état, puis tout d'un coup, ça commence à se mettre en place. Et moi, premier morceau, je prends le micro et je dis voilà. Vous allez m'accompagner sur la route de l'Orient. C'est quoi la musique en Orient? Parce que j'essaye que les gens pigent, quoi. Un petit peu. C'est une musique qui est spéciale. Des fois, je dis je joue
je fais des concerts de jazz arménien d'extrême gauche, mais donc c'est un peu pointu comme niche. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux premiers, j'ai compris, extrême gauche un peu moins. Mais... Non, c'était une boutade pour dire que c'était un petit peu, parfois ça pouvait sembler un peu savant, et j'ai besoin d'accompagner les gens, et finalement, il se trouve qu'ils aiment ça, qu'on les initie. C'est peut-être aussi que j'étais dans une radio, France Inter, où plus vous faites, en réalité, je lutte contre les a priori. Les a priori, c'est quoi? C'est genre le public, parce que moi je viens de la télévision par rapport aux médias, une chaîne qui s'appelait M6, la Nouvelle Star, où on nous demandait d'être compréhensible, où les patrons revendiquaient leur inculture comme une qualité pour mieux communiquer avec le public qui était supposé avoir... le QI d'une ménagère de moins de 50 ans qui n'en a pas beaucoup, qu'il ne faut pas l'embêter avec des trucs qu'elle ne comprendrait pas. Il faut essayer de la toucher. Donc, quand vous venez de cet environnement-là, la télévision qui a tendance, parfois, évidemment à des degrés divers, à considérer, c'était la phrase de Patrick Lelay, rendre le cerveau disponible des gens. Du temps de cerveau disponible. Exactement. C'est d'ailleurs surtout pas les embêter avec des trucs où il faudrait qu'ils réfléchissent. Et puis après, je me suis retrouvé à France Inter, où on m'a donné carrément carte blanche le matin pour parler de trucs assez... pour parler de la musique que j'aimais. C'était à 7h25, ça correspond au prime. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que plus les musiques dont je parlais étaient un peu pointues, parfois même savantes, mais si je les faisais passer, et plus le public adorait ça. Une fois, j'ai passé des chants grégoriens du XIIIe siècle. Là, j'ai dit, là, je franchis la ligne. J'ai jamais eu autant de courriers que ça en disant, qui sait, on a envie. En réalité, les gens, ils ont soif. Simplement, si vous les expliquez, si vous leur prenez la main, pas expliquer, mais si vous leur faites vivre ça d'une certaine manière, et c'est aussi le travail de la poésie, de faire passer des sensations de ce qui se passe dans la tête d'un artiste d'une autre manière, encore plus belle. Je pense que la poésie, c'est beaucoup mieux qu'expliquer. Mais bref, les gens, ils vous suivent. Et encore une fois, ils vous en redemandent parce qu'au fond, c'est quelque chose de nouveau qui se présente à eux. Et si vous avez suffisamment d'amour pour les choses que vous présentez, eh bien cet amour-là, ils vont le ressentir et ils vont le partager. Ça me fait penser à la fameuse phrase de Jacques Chancel qui disait, pour la télévision, il ne faut pas donner aux gens ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. Et je trouve que vous allez exactement dans le même sens. On reviendra sur le chant grégorien, André Manoukian, parce qu'il y a des choses à en dire. Mais Mathias Malzieu, pour marquer le 30e anniversaire de Dionysos, le groupe a publié un double album intitulé L'Extraordinarium, où le groupe revisite son répertoire avec une belle brochette d'invités, dont un certain nombre étaient sur la scène du Zénith l'autre soir. C'était important de marquer ce 30e anniversaire en musique. Oui, mais ça a commencé par les livres et par un festival comme aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent me faire signer leurs livres comme ça. Et certains qui me disaient, dans Le Guerrier de Porcelaine, il y a ce personnage, Sylvia Snow, est-ce que c'est le même que dans Une sirène à Paris? Ou le Victor de Métamorphose en bord de ciel, est-ce que c'est le même que dans Une sirène à Paris aussi? Et Jack, est-ce qu'il est vraiment devenu Giant Jack? Qu'est-ce qui se passe? Et à force qu'on me pose ces questions-là, et notamment c'était à Montaigu, d'ailleurs j'y retourne cette année, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait fait plein de liens comme ça, qui m'a dit et ça, qui me posait plein de questions. Et quand je suis rentré, je me suis amusé en fait à faire des résumés entre tous mes livres. Et quand j'ai... André Manoukian prend des notes sur son portable. C'est vrai, j'ai vu. Non, il n'est pas en train de téléphoner à ses potes. Hein. C'est pas son genre. Et du coup, je me suis amusé à faire ce résumé-là. Et quand j'ai trouvé la solution, notamment grâce au livre de poche, de pouvoir faire un objet comme celui-là. Il est là. Je peux que les remercier d'avoir fait si beau en plus. J'ai proposé aux copains, je leur ai dit, c'est les 30 ans du groupe. Tous mes livres et même mes nouvelles histoires sont parsemés des chansons. Pourquoi on fêterait pas ça avec des copains? Et du coup j'ai fait des nouvelles chansons sur les nouvelles histoires et puis j'ai relié toutes les chansons qui existaient à mes livres et on a fait des nouveaux arrangements avec des invités et ensuite là on fait le spectacle en ce moment de ça avec les personnages qu'on a sur le livre et dans le livre et sur la pochette qui apparaissent sur des écrans, qui viennent nous visiter. Et bien sûr, j'ai eu la bonne idée de me casser la jambe le premier jour, donc sur la première chanson, mais on arrive à trouver un itinéraire bis
comme sur toutes les bonnes histoires, hein, finalement. Il y a un problème et on essaie de trouver la solution. Et c'est la solution contente qui fait que l'histoire est intéressante. Et donc, on est là-dedans. Et le joli problème par rapport à ce que je racontais tout à l'heure, c'est que j'ai une impatience folle de retrouver mon prochain livre. Et des fois, je suis un peu fatigué et tout ça, mais c'est joyeux. Alors, l'Extraordinarium, le disque, c'est pour les 30 ans de Dionysos. L'Extraordinarium, le livre, c'est pour vos 20 ans d'entrée en littérature. Ça fait Oui, tout juste. C'était un hasard, mais ça fait un petit peu plus de 20 ans, le premier recueil de nouvelles. Ouais. Donc, il y a les disques, les livres, il y a le cinéma aussi. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qui déterminait le véhicule avec lequel vous vouliez vous exprimer. Pourquoi un livre donne naissance à un disque à un livre, et puis parfois à un film? J'ai pas de règle, pas du tout. C'est-à-dire que c'est l'idée qui m'excite, et après je la plonge dans des bains révélateurs différents chaque fois. Des bains vibratoires presque, on pourrait dire. C'est-à-dire que des fois c'est un personnage dans un livre, par exemple sur Une sirène à Paris, il chantait tous les soirs pour garder à flot, au sens propre comme au sens figuré, son bateau concert. Et d'un moment, j'en avais fait un fan de Johnny Cash et d'Hank Williams, de folk américain. Puis après, j'ai dit, mais si j'écrivais les chansons. Puis en même temps, j'écrivais le livre. Donc les paroles des chansons avec le livre. Puis j'ai eu envie de faire le film. Et en fait, c'est des bobines que je déroule. Mais des fois, ça commence par un personnage de livre. Des fois, c'est une chanson qui me donne, au contraire, envie de faire un film. Mais le film, parfois, j'ai toujours cette frustration, qui est une frustration joyeuse du film, où tu dois en fait plus d'efficacité et moins de psychologie que dans le temps long du livre. Et le temps long du livre, je ne peux pas m'en passer. Donc quand j'écris un scénario, j'ai presque toujours envie d'en écrire la version vraiment romanesque. Donc en fait, c'est des petits liens comme ça que je fabrique. C'est pas de l'intellectualisme, c'est de la gourmandise aventureuse en fait. Revenons aux vibrations et à ce que la musique fait au corps. André Manoukian, avec leurs Good Vibrations, les Beach Boys, je ne croyais pas si bien dire. Hein. La vibration d'une onde engendre des mondes différents. Ça, j'ai été fasciné de lire ça. Son, chaleur, couleur, particule. Une particule pourrait donc naître d'une vibration. Nous revoilà dans la mécanique quantique et en particulier dans la théorie des cordes pour ceux qui connaissent. Mais c'est fascinant. Une vibration peut créer du son, de la chaleur, de la couleur et même une particule. Alors ça, c'est dans un manuel de musique qui a été écrit à la fin du 19e siècle par un musicologue qui s'appelait Delalande. Et il explique les fréquences. On commence toujours avec ça, quoi, fatalement. Un hertz, c'est en fait ça serait quelque chose qui vibrait à 1 fois par seconde. Donc on va dire que c'est ça. Maintenant 2, maintenant 3, maintenant 16, maintenant, imaginez des milliards. Et déjà à la fin du 19e siècle, on savait que finalement, la vibration la plus grossière et la plus basse, c'est celle qui produit du son, celle-là on l'entend. Mais bien au-dessus, ça produit de la chaleur et puis de la couleur et puis au bout d'un moment, des réactions chimiques, donc d'une certaine manière, pratiquement de la matière. Cette notion-là, elle existe depuis extrêmement longtemps. Alors après, moi, je ne suis pas un scientifique, même si j'ai juste passé un bac scientifique avec 5 en maths. Donc, on peut pas dire que c'était mon truc. Mais par contre, ce mystère du son qui nous anime, au fond, c'est avec ça qu'on joue, c'est avec ça qu'on fait nos premières armes. Mathias, tout à l'heure, tu disais, je ne sais pas dans quelle ordre c'est, mais moi, je trouve que tu écris comme un musicien. C'est-à-dire que tu as une oreille. Et que du coup, ton style et ta phrase passent par ça. Et c'est pour ça que tu es hyper agréable à lire et que je dirais pas que tu as une écriture chantante, mais si. Et on connaît tous Flaubert et son gueuloir. C'était quoi? Je le fais. Tu le fais, toi? Ouais. Tu vois? Pas systématiquement sur l'intégralité de mes textes, mais il y a certains moments de dialogue ou des moments où j'ai besoin de l'enregistrer et de me réécouter. Je fais des corrections. Et ça m'est arrivé une fois où j'avais lu mon propre livre Une sirène à Paris et j'ai eu envie de changer des choses. C'était trop tard. Et je me suis dit, bon, maintenant, je vais le faire en amont. Effectivement. Alors, en réalité, donc, ça veut dire que l'écriture passe par la parole, par ce qui doit être dit. Et c'était même, l'Iliade et l'Odyssée. On sait tous que c'était un chant. Mais un chant, ça veut dire quoi? En réalité, la langue grecque est une langue extrêmement chantante. Elle
elle produit sa propre mélodie. Il ne s'agit pas d'être un chanteur, mais simplement quand tu parles cette langue, il y a des ambitus qui sont extrêmement intéressants. Il y a des accents. Nous, on n'a plus d'accent dans la langue française. On a d'une certaine manière tout ratiboisé en voulant gommer les accents régionaux notamment. Et maintenant, si je me retrouve à parler français, je suis sur 3 notes, do, 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 ré, do, 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 mi, do, ré. L'ambitus est c'est-à-dire la différence entre la note la plus basse, tu vas do, 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 ré, do, 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 ré, do, 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 mi, tu vois, je suis sur 3 notes, alors que, oui, l'ambitus, c'est la différence entre la note la plus basse et la plus haute, alors que le moindre américain, il fait « What the fuck ?» 3 octaves déjà, tu vois. Donc, on a un petit problème de musicalité. Et c'est pour ça que c'est important aussi, quand Flaubert, pour revenir à ça, disait son texte, c'était pour l'éprouver. Et l'Iliade et l'Odyssée, c'était la musicalité et la rythmique des mots, ce qu'on appelle la scansion, ce qui va déterminer les règles de la poésie. C'était simplement des moyens mnémotechniques pour se souvenir d'un texte qui était extrêmement long. Et on sait très bien que la musique est une des dernières choses qui affectent la mémoire, notamment dans des maladies graves comme Alzheimer et tout ça. C'est le dernier truc dont on se souvient comme si c'était vraiment ancré dans une zone qui pourrait jamais être attaquée au fond. Alors André Manoukian, j'ai lu votre livre il y a 2-3 semaines et je suis arrivé au chapitre qui s'appelle L'arme sonique, qui commence par l'écoute de la musique n'actionne pas la raison. Voilà pourquoi beaucoup de philosophes s'en méfient. Mais vous dites dans ce chapitre que de tout temps, l'homme a cherché à créer une arme sonique. Alors j'ai lu ce chapitre avec beaucoup d'intérêt. Et puis après à la télé, j'ai entendu parler du syndrome de la Havane. Ça a bien dû vous faire marrer, non ? Bah oui, c'est-à-dire que toute l'ambassade américaine de la Havane s'est trouvée soumise à des sons. Alors, tout à l'heure, je disais, il y a des sons qu'on n'entend pas, mais que notre corps ressent. Et notamment, vous l'expliquez très bien. Voilà, dans les fréquences basses. Le son le plus bas, c'est 16 Hz. En dessous, on n'entend pas. Mais en dessous, nos organes le ressentent. Et puis ce que vous dites très bien aussi, pardon, c'est que finalement, les muscles de l'oreille, comme c'est des sons qu'elle n'entend pas, il n'y a pas le réflexe de l'oreille. Elle ne se protège pas. Exactement. Alors ça, c'est un des dangers de l'oreille qui n'a pas de paupières comme l'œil. Donc l'oreille, elle ne peut pas se protéger. Mais surtout, ces sons qu'on n'entend pas, notre corps les perçoit. Mais donc notre cerveau n'est pas capable de les analyser en tant que son, mais ça déclenche un malaise. On se demande un petit peu. Et ces sons-là sont dans la nature. Le vent, par exemple, qui souffle fort à des fréquences extrêmement basses qu'on ne perçoit pas. Et ce qui fait dire qu'à Marseille, par exemple, pendant longtemps, quand il y avait du Mistral, on évitait d'ouvrir les tribunaux parce qu'on disait c'est le vent qui rend fada, donc on pourrait avoir un jugement un peu altéré. Donc on se rend compte de ces effets-là. La mer, le ressac, etc. Il y a plein de sons dans la nature qu'on n'identifie pas. Du coup, le corps, n'identifiant pas ces sons, se dit est-ce qu'il y a un danger ou est-ce qu'il n'y a pas un danger ? Et ça peut nous mettre dans des états bizarres. Maintenant, quant aux fréquences qui réagissent selon nos instruments, on sait que la rate, par exemple, réagit à 7 Hz. 7, c'est très bas. Le foie, une autre, etc. Donc, les études qu'il y a eu, c'était évidemment, elles étaient animées par, comme hélas trop souvent, par l'industrie de l'armement qui s'est dit ça serait génial qu'on fasse une arme sonique, comme ça on n'abîme pas les infrastructures. Ils ont testé donc à la Havane et voilà que tout le personnel de l'ambassade américaine s'est retrouvé à l'hôpital avec avec comment on appelle ça, des diarrhées et des maux de tête épouvantables. Et c'était donc, comme on était à Cuba, c'était donc une fidèle gastro. Je suis désolé, désolé. Obligé, ouais. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je suis vraiment emmerdé. Moi, ce sera retenu contre vous. On va rester dans les vibrations parce que vous nous expliquez aussi pourquoi des sons surpuissants peuvent provoquer des transes. On voit parfois dans des concerts le public qui est littéralement en transe. Alors moi naïvement je pensais que c'était la qualité de la musique qui nous mettait dans cet état-là. Pas du tout, en fait c'est le volume sonore. Alors le volume sonore, il agit sur notre corps et du coup on se retrouve... Il
il y a une expérience qui est très intéressante. Vous mettez 100 métronomes mécaniques. 100 métronomes mécaniques, clac, 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 vous les réglez sur la même vitesse. Vous les mettez sur une planche de contreplaqué sur 2 tréteaux. Et vous les déclenchez tous les uns après les autres. Tu vois le bordel? Clac, 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 clac. Ben, au bout de 2 minutes, ils sont tous en train de vibrer de la même... Ils sont tous à l'unisson. Donc là, c'est quoi l'explication? C'est qu'en réalité, la planche de contreplaqué assez fine va créer une vibration résultante qui va mettre tout le monde d'accord. Et ça met... c'est exactement ce qui se passe dans un concert où tout d'un coup, le musicien va envoyer une vibration à la foule va la recevoir, ça va revenir au musicien et on rentre dans un rapport que moi je qualifie pour me marrer un petit peu sur scène. En gros, voilà, on est tous constitués de liquide, vous êtes d'accord avec ça? Ça dépend des régions. Mais bon, vous, je ne sais pas ce que c'est. Et puis nous, on en ajoute un peu de temps en temps. C'est ça, voilà, 70% de liquide. Si je vous envoie un son, tout se met à vibrer chez vous. Maintenant, les sons qu'on joue, je ne sais pas si ça te fait ça, Mathias, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand une salle est à l'écoute, nos sons nous reviennent plus beaux. Donc moi, je vous envoie un son et vous faites « Ah !» Mais je le perçois, ça revient vers moi et je fais « Je vous ferai un joli A, c'est je promis. vous en rajoute et tous les deux, on va rentrer dans une spirale tantrique. Donc c'est un truc de dingue ce qui va se passer. Donc on est vraiment dans une expérience où, en plus de ça, avec les volumes qu'on a maintenant, qui sont capables de captiver toute une foule, c'est quoi une foule? C'est pas 2000 ou 3000 individus. En réalité, c'est un seul esprit. C'est une entité, oui. Exactement. Dans la mystique, on appelle ça l'égrégore. C'est l'esprit collectif d'une foule. Et nous, quand on est en face, on a l'impression de parler à une seule personne. Les gens se marrent comme une personne, même sur des comiques. Donc, ce rapport, il est capital et il est nourrissant pour tous. Et maintenant, le joueur de flûte, appelons comme ça l'artiste, a une influence sur celui qui écoute. Et on peut, avec, soit manipuler, soit charmer. C'est Jean Kelevitch qui en parle vachement bien dans un petit bouquin qui s'appelle « La musique est l'ineffable », où il pose cette question: le musicien est-il un artiste ou un charlatan? Un charlatan, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui manipule les gens, un bullshitter international un petit peu, un gars qui peut emmener les gens dans son délire. Et là, Illusionniste. Un illusionniste, exactement. Et du coup... Je ne sais pas pourquoi, moi je pensais à homme politique, mais... Aussi, qui prennent tous des cours de chant. Je ne sais pas si vous le savez, ils ont tous des coachs par rapport à leur voix pour l'ajuster. Pour poser la voix, oui. Exactement. On l'a vu avec Macron qui au début, ah c'est notre projet. Puis après, il s'est mis à redescendre, à avoir une belle voix de crooner. Et en jouer. Et à en jouir aussi quelque part. Mais après, quand on s'écoute parler, ça devient... Donc c'est pour ça que j'arrête, ça fait trop longtemps que je parle. Mathias Malzieu, la musique, finalement, est-ce que c'est pas l'expérience ultime, celle justement qui permet cet échange d'énergie, ce que ne permet pas, à mon avis, la littérature ou le cinéma, ou en tout cas pas ressenti par le créateur? C'est autre chose, c'est d'autres canaux. Mais c'est vrai que, par exemple, je me souviens que Kandinsky disait qu'il était jaloux des musiciens, qu'il a inventé l'expressionnisme pour se rapprocher au plus près du musicien. C'est vrai qu'il y a tout ce dont tu parles dans ton livre, il y a le côté vibratoire et il y a le côté immédiat avec la foule. Mais ça passe par d'autres canaux, mais le livre et les histoires, c'est peut-être plus diffus, ça demande une autre patience, mais c'est une vibration qui, en termes d'intensité, au final, si on faisait des comptes mathématiques, ne serait pas moins forte. Pour moi, en tout cas. Ce n'est pas une théorie que je mets, ce n'est que mon ressenti de personne qui fait des concerts, qui écrit des chansons et qui écrit des livres. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. C'est juste que est-ce que tu décides d'aller à la mer ou est-ce que tu décides d'aller à la montagne? Combien de temps ça te prend? Est-ce que tu aimes être dans une cabane te calfeutrer ou est-ce que tu aimes être surfer sur une vague? Pour moi, c'est d'autres façons, mais je dirais pas que c'est plus fort. Mais en tout cas, c'est vrai que l'ultra présent du concert, c'est quand même fou. Après, il y a une autre métaphore qui est un peu fascinante sur la justesse, et elle marche justement aussi pour l'écriture. C'est la question du vibrato en chant. Le vibrato, c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'on fait ah, 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 ah. Et en fait, quand on fait ça, en fait, si on regarde, notre note est jamais juste.
Mais à la moyenne de ces notes-là, on donne la sensation, l'illusionniste, le charlatan encore, d'être juste. Et on est juste pourquoi? Parce qu'on est en mouvement. Et je pense que l'écriture, c'est être en mouvement tout le temps. Parce que si on est on est dans une certitude de notre personnage et qu'on n'est pas tout le temps à la recherche de se corriger, etc., même si après c'est comme un mix, à un moment donné il faut savoir dire stop, et on a aussi des éditeurs ou des mixeurs, des gens pour nous dire, pour nous canaliser. Eh ben, je crois que c'est ça. Donc il faut être en mouvement tout le temps. Et ce mouvement, effectivement, on l'a carrément organiquement quand on joue de la musique, quand on en écoute, et encore plus quand on chante, parce qu'on devient soi-même l'instrument. On parlait de la théorie des cordes, ben, il y a la théorie des cordes vocales aussi, parce que quand on parle, elles sont déjà frottées très très fort pour produire le son, mais quand on chante, elles sont encore, toi tu dois savoir mieux que moi, mais je ne sais pas, 1 million de fois plus sollicitées de frottement minute pour produire une vibration, et notamment ce fameux vibrato qui fait chanter apparemment juste et qui en fait qu'on chante faux tout le temps, mais en mouvement, on a une sensation du juste la plus importante. Donc quelqu'un qui chante sans vibrato, c'est une véritable performance. Non. Oui, pardon, Oui. je t'ai coupé trop tôt. Oui, Oui, techniquement, il est très très fort, mais ça n'a aucun intérêt. Mathias Malzieu, j'ai bien compris que vous aviez lu le livre d'André Manoukian, donc vous avez remarqué qu'il parlait de vous? Non. Si, à propos de la transe. Il dit, au fond, c'est ce que cherchaient les adeptes de Dionysos dans leur bacchanal. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est ça la transe, André Manoukian? Alors, la trance, on a tendance aujourd'hui à penser aux concerts électro, à penser aux gens qui se défoncent un petit peu, au psychédélisme des années 60 qui nous a mis au fond. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le psychédélisme des années 60, si on doit remonter cette transe à cette époque-là? En réalité, c'était la route vers l'Orient qui s'ouvrait. Les Beatles, ils prennent un gourou, mais ils ne prennent pas un gourou juste parce que tout d'un coup, il y a cette passion de l'Orient qui nous anime et qui va toucher d'ailleurs les artistes de la fin du 19e siècle aussi. C'est comme si en Occident, on s'était un peu coupé de tout ça et que la rationalité nous avait écarté d'une forme de spiritualité. Donc, pour moi, la transe, c'est avant tout une transe spirituelle. C'est se mettre dans un autre état de perception du monde qui, tout d'un coup, vous fait percevoir des choses à côté desquelles vous passez que vous ne voyez pas. C'est affiner vos sens. Il y a un autre mot aussi que j'aime bien, c'est l'extase. Extasis en grec, ça veut dire sortir de son corps. Donc, et il y a un mot que j'adore encore plus, qui est un mot arabe, qui est le tarab. Tarab, c'est l'extase provoquée par la musique. T'imagines le raffinement? Moi, déjà, il y a l'extase provoquée par une andouillette, ça me touche. Quoi, des andouillettes musicales, alors là... Après, alors là, on ne parle pas. Mais pour dire la richesse des mots qui nous manquent parfois un petit peu en Occident, puisque tout de suite, on a cherché à canaliser cette affaire de transe. C'est des moines qui ont inventé la portée au XIe siècle en disant on va essayer de mettre un peu d'ordre dans le bordel là, parce que la musique, ça nous fait faire des trucs un peu chelous, quoi. Donc cette affaire de trance, elle est capitale, elle fait partie de la musique. Il y a des émotions diverses. Vous pouvez simplement avoir tout d'un coup les larmes aux yeux en écoutant Chopin, vous avez les poils qui se dressent en écoutant, je sais pas, autre chose. Et certains, ça va être la Passion selon saint Matthieu. D'autres, ça va être juste une chanson d'amour chantée par Norah Jones. Toutes ces émotions que l'on ressent nous emmènent vers un ailleurs qu'on ne peut pas expliquer, qui ne marche pas par la tête. C'est pour ça que c'est ce rapport compliqué avec les philosophes, pour qui la musique, ne s'adressant pas à la raison, est une drôle de sensation. Sauf Jean Kelevitch. Oui, exactement. Mais il était musicologue en plus. Ouais. Bah oui. Il y a des trucs incroyables dans votre livre, André Manoukian, et je pense que ça a parlé à Mathias Malzieu aussi. Moi, j'ai été fasciné de découvrir l'histoire de la pédale fuzz, par exemple, qui est une pédale d'effet pour les guitares. Et en fait, Gibson, le fabricant de guitares, invente la pédale fuzz pour que les guitaristes arrêtent de percer la membrane de leur amplificateur. C'est complètement incroyable, cette histoire. Racontez-la en 2 mots.
Bah, c'est Ike Turner, le mari de Tina, enfin qui était connu pour être un peu Le batteur, on disait. un sale bonhomme. Ouais. Voilà, c'est ça, puisque voilà, il a castagné un petit peu. Bref, il a un groupe, il est célèbre avant Tina. Et ils vont faire un gig, un cacheton, et le guitariste du groupe met l'ampli dans le coffre, et puis ils arrivent et l'ampli est percé, quoi. Donc du coup, il n'y a pas d'autre ampli à cette époque-là. On est dans les années 60, il y a pas de, c'est pas courant. Ils essayent de le scotcher avec du scotch et du papier, et du coup, ça fait un espèce de L'abeille. exactement. Et les gens commencent à dire waouh, c'était génial ce son. Lui, il n'a pas d'autre choix que de jouer avec cet ampli crevé. Et du coup, que font les autres en entendant ça? Ils se mettent à crever leur truc. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'allais dire, comment ça s'appelle, la sérendipité. Tout part d'un accident, et puis on trouve que c'est chouette, et puis c'est avec ça qu'on va y aller, quoi. Ouais. J'ai un petit exemple comme ça rigolo à notre très 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 humble niveau de Dionysos. Vous voyez tout ce que c'est une pédale wah-wah? Pédale wah-wah, comme Jimi Hendrix, ça fait un son de guitare qui fait un peu wah, wah, comme ça. Et normalement, sur 9 guitares sur 10, quand tu branches ta pédale à l'envers, ça fait juste pas de son, tu fais je me suis trompé, et tu la remets à l'endroit. Et un jour, Mike, le guitariste de Dionysos, la met à l'envers, et quand il branche sa guitare, ça fait un espèce de Larsen comme ça, avec un son un peu étrange, amusant. Et on fait waouh, incroyable. Fait attends, non, c'est une erreur, je la remets. Je fais non, mais attends, laisse-le comme ça, fais voir. Et puis et après, avec son bouton de volume, il arrive à moduler ouais, donc faire une attaque. Et ensuite, avec son bouton de tonalité de sa guitare, il arrive à faire ou et oh et. Et après, du coup, il fait. Moi, je pars sur une rythmique. Et lui, il fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça rentre dans une gamme de si un peu faux, mais pas grave. Parce que moi, je mets un slide dessus en open demi mineur, un truc un peu de blues, quoi. Et en fait, c'est le premier morceau de notre premier album. Et c'est le premier morceau qui est passé en radio. Et peut-être que si on avait juste fait ah non, c'est pas le son normal, on refait le truc de la wah-wah, eh ben on part pas sur le même chemin avec Dionysos du tout. Waouh, vous vous rendez compte à quoi ça tient? Jolie histoire. On avait bossé tous les deux, on fait les mecs qui se connaissent pas, mais. Ouais. Je vois. André Manoukian, vous écrivez aussi que l'une des plus anciennes traditions de l'humanité utilisait le chant comme un remède susceptible d'endormir la douleur. Alors, c'est vrai qu'on chantait spontanément, quand une mère tient son enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le berce et elle chante. Elle le berce, l'enfant a tendance à pas vouloir se coucher ou il geint et tout, et spontanément, elle va le serrer contre elle et elle va chanter. En le serrant contre elle, ça veut dire que les sons se propagent aussi par les vibrations de peau à peau, et l'enfant va se retrouver tout d'un coup dans un environnement qui va le calmer. Donc on peut dire que, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez, on va dire que sur la Terre, il y a plein de traditions musicales qui sont complètement différentes. Mais si on se mettait à analyser les berceuses, on s'apercevrait que c'est le dénominateur commun de toutes les musiques du monde. Il y a de fortes chances qu'une berceuse par une maman chinoise ressemble très fort à une berceuse par une maman africaine et ressemble très fort à une berceuse par une maman péruvienne. Ce sont les mêmes, ce que Jung appelait des archétypes, c'est-à-dire des réflexes humains qui font qu'à un moment donné, on se sert de la voix pour autre chose que simplement pour, encore une fois, s'adresser à la raison ou pour parler. La peur, c'est quoi? C'est un cri tout de suite. Donc, on peut penser que dans la nature, avant même que l'homme ne sache parler, vu qu'il a des cordes vocales, il s'en servait surtout pour avertir. On s'aperçoit depuis peu que les orang-outans communiquent même s'ils sont très loin, et que dans leur communication et dans leurs cris, il y a des informations qui indiquent à Madame Orang-Outan un lieu de rendez-vous par Monsieur Orang-Outan dans le temps et dans l'espace. Genre, on se retrouve demain à 19h au Café du Commerce qui est au fond de la jungle à droite. GPS, quoi. Exactement. Donc, ces mystères du son et de la transmission n'en sont qu'à ses débuts parce qu'on commence simplement à les étudier maintenant. C'est ça qui est passionnant. Alors évidemment, quand j'ai lu ce passage, j'ai pensé à vous, Mathias Malzieu, parce que quand vous vous cassez le tibia et le péroné lors du premier concert de la tournée, vous chantez.
Vous chantez I broke my leg et visiblement vous ressentez pas la douleur, pas tout de suite. En fait, c'est le principe des étoiles mortes. C'est-à-dire que moi, c'est un truc qui m'a fasciné quand j'étais petit. Le jour où mon père m'a dit, bah, tu vois, cette étoile-là, ben, en fait, elle est morte, mais de temps que la lumière arrive jusqu'à nous, bah, tu la vois encore. Et je ne comprenais pas. Et il a fait preuve d'une pédagogie géniale. Il a mis un tuyau d'arrosage. Il m'a fait, regarde, il a branché l'eau, ça sortait par le tuyau, et puis il a arrêté. Et ça continuait de sortir par le tuyau. Pourquoi je vous raconte ça? Donc c'est comme ça que j'ai compris la distance avec les étoiles, la lumière, etc. Et là, ça a fait pareil. J'étais tellement chargé, comme tu disais tout à l'heure, d'adrénaline. Ça faisait 2 ans que c'était la cristallisation, le premier concert de ce livre, du disque, des personnages, de tout, que j'étais dans un track joyeux à très haute intensité. Je suis sur le premier morceau, donc je suis chargé au maximum. Et tout de suite, je tombe. Donc en fait, j'ai pas pu m'arrêter. C'est-à-dire que mon cerveau, il n'a pas fait « Ah oui, tu t'es cassé la jambe, il faut que tu t'arrêtes ». Mon cerveau, il a continué à chanter pendant plusieurs secondes. J'ai commencé à ressentir la douleur. Après, j'ai appuyé sur ma jambe, j'ai senti plus de douleur. Donc j'ai tourné la tête. Et quand j'ai vu que j'avais 2 jambes droites, avec un os qui était séparé sous le pantalon, là, en fait, l'étoile s'est éteinte. Mais en attendant, en fait, il y avait toujours, il y a eu ce laps de temps de 30-40 secondes, on m'a envoyé un paquet de vidéos, où je chante, on voit que j'ai une voix bizarre quand même. Hein. Je suis un peu, on voit que je suis dans un truc bizarre. Les gens ont dit, mais pourquoi il chante du flamenco? Mais voilà, pourquoi il dit I broke my leg? C'est comme si j'avais crevé un pneu, mais que je continue de rouler. Donc je roule tout bizarre, mais ça s'est pas arrêté d'un coup. C'est pas du courage ou du gars qui veut chanter parce qu'il a mal. C'est que j'étais juste dans l'élan et j'ai pas encore réalisé. Tu sais ce que les Anglais disent quand tu vas monter sur scène pour te porter bonne chance? Chez nous, on dit merde. On dit merde parce que au 19e siècle, les gens, ils allaient au concert en calèche. Ouais, c'est ça. Et s'il y avait beaucoup de succès, bah, il y avait beaucoup de chevaux. Beaucoup de merde devant la salle. Et ouais, les Anglais, eux, ils disent break a leg. Ouais, c'est ça. Ok, ça saloperie d'anglais. Oui. Mathias Malzieu, je reviens à l'Extraordinarium, le livre, parce que vous dédiez ce livre à tous vos lecteurs que vous appelez aux cousins et cousines télépathiques. On a le sentiment qu'il y a une communauté d'âmes autour de votre création, que les gens se reconnaissent dans le merveilleux, mais aussi dans une certaine façon d'envisager la vie, de ressentir les choses. Encore une fois, c'est toujours un mouvement. Moi qui déteste tant les dogmes, je vais pas devenir autodogmatique et penser que. Mais ce qui est certain, c'est que je reçois, j'en donne, hein, mais je reçois beaucoup d'amour. Alors ça fait un mot un peu cuculapraline. Peut-être que c'est un autre mot qu'il faudrait trouver, j'en sais rien. Non, c'est bien un mot. Mais en tout cas, il y a des dans les rencontres littéraires comme ça, même si c'est plus apaisé par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que dans l'énergie électrique d'un concert, je vois des choses dans les yeux ou dans les mots, dans les échanges, même dans les messages. Il n'y a pas que des bons côtés sur les réseaux sociaux, on le sait bien, mais il y a aussi quelques bons côtés. Et il y a des belles choses qui circulent. Et je m'en nourris et ça me donne, c'est aussi une forme de motivation. Je n'essaye pas d'écrire des livres ou de faire des chansons ou des disques ou des films en me disant « Ah, ça va leur plaire » parce que je commencerai déjà à me moquer d'eux. Ça voudrait dire que je fais un peu ce que tu racontais tout à l'heure, c'est-à-dire que je quantifierai quelque chose. Je ne veux pas quantifier, je veux être un ultra moi-même et qu'en lançant cette bouteille à la mer, je vais rêver de toutes mes forces et donner tout pour que quelque part il la trouve. Mais si je donne la solution avant, c'est plus de l'amour, c'est que de la manipulation, c'est que le côté charlatan. Alors bien sûr, il y a un côté manipulation mais j'espère d'amener le côté manipulation dans le charme de Jean Kelevitch, encore une fois. Le je ne sais quoi et le presque rien. J'essaye de traquer ça. C'est la poésie dont tu parlais tout à l'heure aussi. J'essaye de traquer ça et de le donner. Et des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça ne revient pas. Des fois, c'est un concert où j'ai l'impression que le son, il reste collé là. Des fois, c'est un livre qui va moins marcher. Des fois je ne vais pas être compris. C'est le quiproquo de la vie tout le temps. C'est-à-dire avec le public, avec son amoureuse, avec son éditeur, avec son machin, avec la vie tout le temps. Mais j'essaye de prendre mon ici-bas de Camus, là, de maintenant, pour
profiter au maximum de la substance typique moelle des choses. Et comme ça, des fois, en la jetant comme ça, en la fabriquant, elle revient comme un boomerang. Et c'est un privilège génial. Donc ça, c'est quand même la plus douce des drogues dures, quand même, d'avoir ces échanges-là. André Manoukian, j'ai utilisé le mot âme, c'est pas tout à fait par hasard, parce que de l'âme, il en est évidemment question dans votre livre. Vous dites la communication musicale passe de l'âme d'un interprète à l'âme d'une assemblée. C'est vraiment une question d'âme. Oui. C'est fort l'âme. Hein. Je dis, alors l'âme, c'est quoi? On ne va pas définir l'âme ici ce soir, mais je dirais c'est un mood. En tout cas, c'est quelque chose qui ne passe pas par... souvent, j'ai des compositeurs qui viennent me voir et me disent, t'as pas un conseil? Je lui dis, écoute, tombe amoureux. Si tu es amoureux, si tu as une amoureuse ou un amoureux, tu mets la photo de ton amoureuse sur ton piano et t'oublies tout ce que tu as appris et tu essayes de trouver le chemin de son cœur. Un acte artistique sincère devant un public, c'est évidemment qu'il y a de la répétition, évidemment qu'il y a des recettes, comme tu viens de dire, Mathias. Évidemment qu'on sait, qu'on connaît quelques ficelles pour y aller. Mais ça ne peut surtout pas être ça. À un moment donné, c'est rentrer, je vais encore utiliser ce mot vibration, c'est tout d'un coup rentrer dans la vibe de quelqu'un, se trouver sur un chemin. La plus belle image que je puisse vous donner, elle vient des baleines. On sait aujourd'hui que les baleines, leur chant porte très loin et que pour elles, c'est une manière de s'appeler les unes les autres. Or, il se trouve qu'il y a un canal de transmission des baleines. Je vous le dis, si ça peut vous être utile, si vous voulez entendre le chant des baleines sérieux, il faut aller à 1000 mètres de profondeur, parce que là, il y a une différence de salinité entre les eaux de la surface et les eaux des profondeurs. Et à 1000 mètres, vous avez un canal génial où vous pouvez entendre des baleines à des milliers de kilomètres à la ronde. Et c'est là qu'elles s'appellent toutes. Donc, je sais pas, si jamais vous avez l'occasion de descendre à 1000 mètres, mais pas dans le sous-marin des autres tocards là, qui ont fait n'importe quoi pour aller voir le Titanic, mais évidemment, c'est une image, on n'y arrivera pas. Mais ce qui est fabuleux dans cette affaire, c'est qu'il y a un fluide qui se répand et qui réunit par le son. Or, tout bon concert, surtout maintenant avec des systèmes sonores, ça consiste à quoi? Ça consiste à gérer finalement ce fluide, encore une fois, où les spectateurs ont aussi leur rôle à jouer, puisque on dit souvent que le public, c'est la deuxième personne d'un solo, c'est le troisième d'un duo, c'est le quatrième d'un trio, c'est le cinquième d'un quatuor. Il y a cette magie qui fonctionne pourvu qu'on trouve. Et ça, encore une fois, ça passe pas par la tête. Et le track, c'est essayer de transformer cette émotion qu'on éprouve, parce que tout d'un coup, vous avez toutes ces paires d'yeux qui vous regardent, vous dites « Ouh là 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 », essayez de transformer en émotion. Ne pas prendre ça comme je suis sur un... En face de moi, c'est le peloton d'exécution et moi, je vais y passer. On pourrait presque s'imaginer ça. Et des gens, avant de monter sur scène, ils disaient au secours. On sait tous que Jacques Brel vomissait avant de monter sur scène. Mais c'est simplement se mettre dans cet état-là. Et ensuite, quand les gens sont là, vous rentrez dans une espèce d'alchimie. Parfois, on sort de scène, on peut même pas se rappeler de ce qui s'est passé. Mais on sait il s'est passé quelque chose. On est arrivé au bout du temps qui nous est imparti. Je vais vous demander de me repasser l'Extraordinarium de Mathias Malzieu. Voilà, c'est donc cette somme de tout le travail littéraire de Mathias Malzieu, poèmes, romans, plus des nouvelles inédites qui lient tout ça et qui en font un ensemble absolument fantastique. Si vous avez gardé une âme d'enfant, jetez-vous là-dessus. Si vous l'avez perdue, jetez-vous là-dessus aussi. Vous allez la retrouver. C'est absolument formidable. Il y a aussi le disque, l'Extraordinarium, avec 4 faces dans des styles différents. Beaucoup d'invités, une vingtaine d'invités. C'est absolument magnifique. Les pouvoirs extraordinaires de la musique. Pourquoi la musique nous fait vibrer? André Manoukian, c'est coédité par France Inter et HarperCollins. Alors, il y a question d'un tas de choses. Il y a des punchlines incroyables quand il nous dit, par exemple, que Jean-Sébastien Bach traduit la puissance spirituelle en algorithme extraordinaire, ou que j'en avais noté un autre, où est-il? Je sais plus, où il nous disait que les DJ et je sais plus et les Tibétains utilisaient les harmonies de la même manière. Oui, et sinon, pour résumer toute l'histoire de la musique, Bach jouait pour Dieu,
Mozart jouait pour la nature et Beethoven jouait pour ses hémorroïdes. Voilà. Ça veut dire que ça veut dire que Beethoven, c'est le premier à dire je souffre, j'ai mal, elle m'a quitté, etc. Avant, Mozart, c'est la nature, il faut l'écouter quand vous vous baladez dans une forêt. Et Bach, Dieu ne serait pas grand-chose sans Jean Seb. Et puis évidemment, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais dans ce livre, comme dans les 2 précédents, il y a un vrai plaidoyer pour qu'on réapprenne l'improvisation dans les conservatoires. Et c'est très important. J'en profite pour dire qu'André Manoukian a également publié un superbe album qui s'appelle Anouche. Si vous aimez la musique, quel que soit le genre de musique que vous aimez, écoutez cet album-là parce qu'il touche au cœur. Honnêtement, moi, ça m'a mis des frissons et ça m'a pratiquement tiré les larmes. Je vais vous demander de bien vouloir remercier, mais chaleureusement, les 2 auteurs qui nous ont accompagnés avec vos applaudissements. Je suis content de voir que vous savez ce que ça veut dire chaleureusement. André Manoukian et Mathias Malzieu se feront un plaisir de dédicacer leur livre à la sortie. Je crois que c'est tout de suite là en sortant, de ce côté-là. Donc suivez-les. Si vous avez déjà les livres, rachetez-les. Noël, c'est dans 9 mois. Un livre signé par un auteur, c'est toujours un beau cadeau. Merci beaucoup Pascal. Merci Pascal. Beaucoup à tout le monde. Notre maître de cérémonie, s'il vous plaît. Pascal, s'il vous plaît.